Alors, Lydie Salver, vous êtes romancière. Je ne sais pas si on peut encore vous présenter. On peut dire quelques-uns des livres qui ont parcouru votre œuvre. La puissance des mouches, La compagnie des spectres, notamment BW, Hymne, évidemment, Pas pleurer, qui a obtenu le prix Goncourt en 2014. Tout homme est une nuit, c'était le livre pour lequel on vous avait reçu à Oui, l'époque à Thionville en 2019. oui, Et donc ces deux derniers livres, très différents, qu'on va aborder aujourd'hui. D'abord Rêver debout, qui est publié aux éditions du Seuil, qui est un roman épistolaire consacré à Don Quichotte. Et puis Famille, qui est cette fois-ci publié chez Tristram, qui est un texte très court, une reprise, je crois, oui, de l'un de vos anciens textes, augmenté, et un peu augmenté. et qui est lui extrêmement différent Oui, de Rêver debout. Alors d'abord, on va se pencher sur ce livre, euh, qui est une conversation, enfin une lettre adressée à Cervantes, où vous lui parlez de Don Quichotte. Alors, pourquoi avoir choisi Don Quichotte? C'est quoi votre relation? On sait vos origines espagnoles. C'est quoi votre relation d'abord avec ce livre, avec ce personnage? Et pourquoi avoir choisi de demander des comptes à son auteur? eh bien c'était la période, le début du confinement, et j'étais morne, et j'étais sans projet, et vraiment sans grande lecture qui m'embarque. Et je me suis souvenu qu'il y avait un personnage littéraire qui rompait avec le confinement mental dans lequel il était, c'était Don Quichotte. Et ce Don Quichotte que j'avais lu, je l'ai souvent dit, que j'avais lu sans lire. À l'époque où je faisais lettres modernes avec un certificat espagnol, on était obligé de le lire, mais sans que ça me touche, sans que ça m'atteigne, sans que je prenne le risque, peut-être, de le lire vraiment, c'est-à-dire de le comprendre vraiment. Et dès que j'ai terminé la lecture de l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, une envie m'a saisi de- d'interpeller carrément, et avec mauvais goût, Cervantes pour l'engueuler du mauvais traitement qu'il lui faisait subir. Voilà, mon Alors, point de départ. je me demande si c'est une suite de 15 lettres, Oui, extrêmement énergique. Je me suis demandé si ces lettres étaient venues d'un coup, parce que vous, en quelque sorte, c'est une suite de plusieurs jours. Alors ça, est-ce que c'est une construction a posteriori ou mais est-ce que c'est... non, c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement depuis que j'écris. Et à peine une lettre terminée, je bouillais de lui en écrire une seconde, puis une troisième, et comme ça, sur un temps très réduit, je crois que je l'ai bouclé en 3 mois, alors que d'ordinaire, je, je, je me tâte, je lis, je relis, je prends du temps. Et là, c'est allé très vite et très, très aisément. Alors vous faites de ce Don Quichotte une forme de représentation de la lutte de l'imagination Oui, contre le réel ou sur le réel. D'ailleurs, vous citez, je crois, Hugo qui parle du promontoire du songe. oui, c'est vrai. Mais peut-être ce qui, tout d'abord, m'a donné envie d'écrire, c'est que ce qu'il fait de plus radical et de plus précieux, c'est qu'il se pose la question de à quoi bon la littérature si elle ne se reflète pas dans notre vie, dans nos gestes, etc. Et il y a un moment où, après s'être abreuvé des romans chevaleresques, il dit ça suffit, ça ne me sert à rien si je n'éprouve pas cette lecture dans le réel, si je ne vais pas au monde avec les rêves qui sont nés de ma lecture. Et ça, c'est une question qui me touche au jour le jour. À quoi bon la littérature si elle nous laisse aussi cons, aussi méchants, aussi égoïstes, etc., qu'on ne l'était avant de la faire? C'est vraiment une question cruciale que pose Bernanos à longueur de temps. Si les livres sont des parures de cheminée, s'ils sont pur bavardage, pure distraction, pur divertissement, pur refuge, à quoi bon? Et ce que fait le Quichotte, c'est que il va vraiment à la rencontre du monde et des autres.
il s'en prend plein la poire, évidemment. Mais il essaie de marier son imaginaire au réel, justement, pour reprendre votre... Il faut que je pense à dire votre, hein, parce que ça- bon. Alors, quelle est l'Espagne de Don Quichotte? Quelle est l'Espagne dans laquelle écrit Cervantes? Alors, oui, bien, Parce que c'est un roman qui fait sans cesse tu as raison. l'aller-retour entre Ouais, cette ouais, Espagne et... c'est justement 1605. C'est le règne des rois très catholiques, pas des rois catholiques, hein, des rois très catholiques. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Hein. C'est aussi le règne de l'Inquisition. Et j'ai lu par exemple que un peu avant, le cardinal de Séville, je crois, avait fait brûler 5000 exemplaires parce que mal pensant. Et mon hypothèse, et que je ne suis pas la seule à tenir, c'est que si maltraite autant son Don Quichotte, qui est un radical, qui est un révolté, qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire au regard des normes du moment, s'il le maltraite, c'est pour ne pas subir les menaces de la censure. Hein, il dit, oh, mais il est fou. Il libère des prisonniers, mais c'est pas parce qu'il est bon ou parce qu'il a une vision de l'humanité altruiste. Non, c'est parce qu'il est fou, dit Quichotte. Il libère un valet que son patron a attaché à un arbre parce qu'il avait le mauvais goût de lui réclamer des gages. Il dit pas de Cervantes que c'est un beau geste. Il est fou, il est insensé, etc. Mais je suis à peu près sûre, comme beaucoup à l'époque, que c'était des précautions prises par rapport à l'Inquisition et à la censure qui envoyait les gens au bûcher pour un blasphème, une homosexualité, les voluptueux, enfin, bref, tout ce qui n'était pas dans la droite ligne et de l'Église et de la Santa Hermandad, qui était une formation entre l'Église et la royauté. Ça, c'est un premier point commun entre ces deux livres. À leur famille, là, on est davantage dans une... C'est un texte très court, hein, dans une cellule Sombre. familiale. Ouais, c'est sombre. Un père, une mère, un fils. Ouais, Et le fils est atteint de schizophrénie. ouais, Et vous venez de citer la folie de Don Quichotte. voilà. On ne peut pas ignorer quand même que votre premier métier, c'est celui de psychiatre. Ouais, c'est vrai. Que C'est reste-t-il justement de votre métier de psychiatre dans votre métier de romancière Eh désormais? bien, ce qui apparaît dans ce livre, c'est-à-dire une réflexion sur la folie, comme d'autres l'ont mené, évidemment, Foucault entre autres, et plein d'autres, euh, comme la folie qui est souvent taxée, qui est souvent une façon de cataloguer la malpensance et de la mettre à l'écart. Et on l'a bien vu dans les régimes soviétiques où la psychiatrie servait juste à désigner les dissidents de fous. Hein, c'était, là, c'est un diagnostic médical, mais ce qui est intéressant, c'est que la folie telle qu'on la traite aujourd'hui, et pas encore peut-être pas encore autant de Cervantes, c'est elle est comment dire, médicalisée et enfermée, puisque le grand enfermement, bizarrement, commence avec les Lumières. Lorsqu'il faut séparer la raison de la déraison. Hein, on commence à saluer la raison, hein, les Lumières, la raison, et du coup, il y a ce partage obligatoire entre la raison et la déraison qui doit se faire, et le grand enfermement commence, l'asile commence avec les Lumières, ce qui est paradoxal, je trouve, puisque on s'attendrait un petit peu au contraire. Et j'étais ravie de relire Don Quichotte parce que la question de la folie traverse tout le livre, Mais c'est une folie délicieuse, littéraire et joyeuse au fond. Chez Famille, c'est hard, c'est l'effondrement central de tout l'être. Hein. C'est ce que disait Artaud pour désigner sa douleur
c'est une douleur comme je n'ai rarement vue chez les humains, vraiment. C'est un désarroi immense, c'est... Bref. Et donc, puisque vous, faites attention, hein, puisque j'ai du mal à le tutoyer celui-là, pardon, pardon. Parce que je ne l'ai pas vu bébé, mais presque. Presque. Je ne sais plus où j'en suis. Puisque la folie, t'as raison. Enfin, la folie plus joyeuse de... Voilà. de Quichotte. Oui, et la folie de famille, c'est la folie qu'on traite avec des psychotropes, qu'on enferme éventuellement, etc. etc. Est-ce que la fiction, l'écriture imaginative, Oui. en quelque sorte, vous a aidé à mieux Mais cerner oui. la folie que peut-être un rapport très médicalisé? Mais tu sais, absolument, parce que j'ai souvent dit que je n'avais pas appris, que pour comprendre, il y a eu des cas de psychose dans ma famille, et ce qui m'a sans doute amené à faire psychiatrie, médecine et psychiatrie, et j'ai 1000 fois mieux compris la folie dans les textes de Artaud ou de Hölderlin ou de Walzer, est-ce qu'il est fou, non, enfin vous voyez, que dans le Et, c'était un gros livre clinique qui décrivait par le menu ce qu'était la psychose paranoïaque, la psychose hallucinatoire, etc., etc. Bien plus. Mais je m'étais interdite jusqu'à ce que j'écrive la première version de Famille, de me servir de l'expérience au jour le jour que je pratiquais dans le cabinet à Bagnolet, parce que quelque chose, je ne voulais absolument pas que quiconque puisse se retrouver dans le portrait que je faisais d'un malade. Et puis c'est revenu sous cette forme. Alors, si on revient à Rêver debout, ce Quichotte que vous dépeignez n'est pas seulement fou au regard de son auteur. Vous vous permettez évidemment volontairement des anachronismes et vous en faites un marxiste. Alors ça, j'aimerais que vous reveniez sur le marxiste Don Quichotte. Mais comme je l'aime, je le défends avec une mauvaise foi, mais sans égal. Et donc, il est anard. Oui. Et marxiste en même temps. Et marxiste en même temps. Bon, tant cogné. Si tu as remarqué, il est féministe, Oui. alors qu'à l'époque, je crois que le terme de féminisme était loin de surgir. Qu'est-ce que je fais encore? Il est écolo, puisqu'il préfère la nature à l'hypocrisie des courtisans qui vont baiser les pieds du roi, etc. Oui, vous dites, hein, la fameuse affaire des moulins, c'est simplement une incompréhension face à la modernité. Oui, c'est Pas du tout Nabokov. ridicule. C'est Nabokov qui dit ça. Oui. Il dit, à l'époque du Quichotte, les moulins à vent étaient une innovation. Oui. Et on avait le droit de se tromper. Ça me plaît beaucoup, cette idée. Et puis, ça c'est encore plus intéressant. Quand Cervantes commence à écrire le Quichotte, il veut ruiner le genre chevaleresque, qui est vraiment hors sol. Hein. Les chevaliers héroïques, beaux, bien coiffés, super clean, etc., qui vont délivrer des princesses blondes et parfumées, habillées de soie, dit c'est plus possible, c'est fini, on a découvert l'Amérique, c'est notre monde, la science nous dit que la Terre n'est plus au centre du monde, etc. Bref. Donc il veut ruiner le genre chevaleresque. Et attends, j'essaie de retrouver ce que je voulais démontrer. J'étais bien partie, pourtant. Vous avez remarqué. Ah oui. Oui, mais non, c'était quoi? On parlait des anachronismes. Oh, on a fait un détour par les moulins à vent. Oui, non. Que Cervantes commence à écrire le Quichotte pour le ridiculiser. Il veut en faire une satire. Il veut faire une satire du genre chevaleresque. Et donc le début, c'est vrai qu'il est un peu grotesque. Mais il se fait quichotiser, comme moi, Cervantes. C'est-à-dire que plus il avance dans l'écriture de son texte, plus il aime le Quichotte, plus il le fait subtil, plus il le fait complexe,
plus il le fait humain en fin de compte. Et c'est vrai que le Quichotte de la deuxième partie ressemble peu à celui du début. Et ça, ça me touche infiniment que le personnage qu'il invente agisse sur son créateur. Mais vous pensez c'est aussi à la romancière que je demande ça, un romancier peut détester un de ses personnages? C'est possible? Je crois. Ouais. Ça vous est arrivé de détester? Non, pas vraiment. J'ai parlé très sévèrement de mon père, mais non, mais je sais pas. Là, je viens de faire un travail sur Bernanos, et Bernanos, quand il écrit Monsieur Wynne, il dit mais c'est un urinoir. Et il l'écrit. Il veut dire que ce type est une imposture, un faux lettré, etc. Et il l'écrit dans la détestation de. Je crois que Flaubert détestait Madame Bovary aussi. Il a écrit des pages très très dures C'est vrai. sur elle, oui, oui. C'est vrai. Oui, puis il y a de la lassitude aussi, sûrement, au bout d'un moment. Mais là, c'est l'inverse Et qui se Cervantes, produit. il se fait avoir. Il se fait avoir, comme un genou. Alors, donc peut-être marxiste, peut-être écolo, mais surtout Don Quichotte figure de la révolte. Oui, Cette figure de l'homme révolté, on a parlé de Camus juste avant avec oui, Laurine Roux. oh Elle oui. vous inspire de la femme révoltée aussi. Il y a des femmes révoltées Oui, dans toute votre absolument. œuvre. On parlera de Marcel un peu. On peut, ben allez-y. Alors, alors, dans le Quichotte 1605, Cervantes décrit une femme. À l'époque, sachez que l'horizon pour toutes les femmes, c'est le mariage ou le couvent ou la prostitution. Il n'y en a pas d'autre. Qu'une femme bien née, parce que Marcel est bien né, se doit de travailler. De ne pas travailler, mon Dieu. Le travail, c'est pour les souillons, les domestiques, etc. Une femme bien née ne travaille pas. Elle est mariée et elle sort toujours escortée d'un frère, d'un époux, etc. Là, Marcel qu'il décrit, elle déclare, je dis le contexte Oui, ou pas? oui, oui, bien sûr. Donc Marcel est si belle que tous les paysans pas les paysans, mon Dieu, les gentilshommes de la contrée, il ne faut pas se tromper là, sont amoureux d'elle. Et l'un d'entre eux, Chrysostome, lui fait une cour plus qu'assidue, insistante. Et elle le congédie poliment, mais elle le congédie. Et cet imbécile de Chrysostome se suicide. Et, pardon de rire, le jour de l'enterrement, tous les amis de Chrysostome se réunissent au pied de sa tombe pour lui rendre le dernier hommage. Et là-dessus, Marcel se pointe toute seule devant l'assemblée des messieurs qui l'ont traité auparavant, aujourd'hui on dirait de salope, etc., allumeuse, etc. C'est pas dit dans ces termes. Et elle leur dit, je préfère la compagnie des oiseaux à celle d'un mari. Je ne sais pas si vous voyez. Je préfère travailler et même travailler comme bergère avec des moutons qui puent. Je veux sortir seule et je veux rester libre, dit-elle, hein, jusqu'à la fin de mes jours. 1605. Il est féministe, sans le savoir. Ouais, bien sûr. Alors c'est donc un grand manifeste pour la littérature. Oui. Est-elle capable de sauver le monde? Waouh. Moi, je cite souvent un exemple qui m'a à jamais aidé à répondre à ta question. Lorsqu'il est dans le camp d'Auschwitz, Primo Levi, qu'il n'est plus un homme, il est un déchet, il a perdu toute humanité, il ne sait pas ce que c'est qu'être un homme, puisqu'il est traité comme une chose, comme pire qu'une chose. Et il rencontre, j'ai oublié son nom. Hein? Non, peut-être? Piccolo. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qu'il rencontre. Il s'appelle Piccolo. Et ensemble, il récite Dante, l'enfer de Dante. Un quatrain qui dit, je ne le sais pas par cœur, mais nous n'avons pas à être traités comme des bêtes, enfin, quelque chose comme ça.
Et ce moment où il récite Dante dans l'enfer d'Auschwitz, il dit, ça m'a rendu d'un coup toute mon humanité. Donc si la littérature sert à ça, que dire? Et en même temps, il y a une sorte de contre-exemple que je cite aussi parce qu'il me touche tout autant. C'est le père de Claude Simon. Quand Claude Simon est à la guerre, son père lui écrit et lui dit, quel livre, c'est un immense lecteur évidemment, Claude Simon, quel livre veux-tu que je t'envoie pour que tu tiennes le coup? Il lui dit, un livre en guerre, envoie-moi du café. C'est deux. Je balance entre ces deux choses, évidemment, que peut la littérature devant un enfant malheureux, que peut la littérature pour les Ukrainiens aujourd'hui, tu vois, etc. En même temps, il y a cette parole de Primo Levi, et il y a eu d'autres témoignages de la sorte, comme quelque chose qui... Et aujourd'hui, dans une société marchande, comme on le sait, etc., si ça nous re-spiritualise, c'est pas un terme que j'ai souvent à la bouche, hein, mais que demander d'autre? Enfin, que demander d'autre? En tout cas, ce pouvoir de la lecture, je l'ai lu dans cet ordre-là. Alors, je précise tout de suite comme c'est mon cas, qu'on peut lire Rêver debout sans avoir lu Don Quichotte. Ah mais absolument. Alors ça donne envie de le lire, Absolument. mais on peut tout à fait et comprendre et... Absolument. Et Don Quichotte aussi, si vous vous lancez dans le pavé, dites-vous que vous pouvez prendre les chapitres dans n'importe quel ordre. Non mais vraiment, ce sont des scénettes chaque fois, et il y a du plaisir à picorer comme ça. Puis moi je suis pour les lectures picoreuses. Et puis, alors on sort de cette lecture, qui est un hommage à la littérature, qui déborde de mots, d'énergie, etc. Et on lit Famille. Je vais simplement lire le premier paragraphe de Famille. Le spécialiste a dit que le fils était schizophrène. Quelle honte, dit le père. Ça ne doit pas sortir de la famille, dit la mère. C'est horrible. C'est un livre horrible. Hein. Je vous préviens. Assez extraordinaire, mais effectivement très dur. Et soudain, c'est un monde sans littérature. C'est-à-dire c'est une famille dont on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils n'ont aucune possibilité pour s'en sortir, pour avoir ce qu'a justement le lecteur par votre écriture. C'est-à-dire une vision en surplomb. Ah ouais, c'est chouette ce que tu dis, ouais. Ils n'ont pas la littérature, peut-être, ces parents-là. Enfin, ils ont peut-être pas... Non, mais la littérature telle qu'on est en train de la dire là, ouais. Mais ouais. j'imagine, vous avez souvent consacré une bonne partie de votre œuvre à des personnages modestes qui n'avaient pas forcément la maîtrise des mots, la maîtrise du langage. Oui. On se souvient du Fragnol, votre maman dans Pas pleurer notamment. Écrire, c'est peut-être pour vous un moyen de leur rendre justice, de leur rendre une existence, une parole. Mais tu sais d'ailleurs, il y a un livre que je recommande vraiment, c'est un philosophe espagnol qui s'appelait José Bergamín. Et José Bergamín a écrit un livre qu'on m'a volé et que je ne retrouve plus. Je vous fais mes confidences, donc j'y suis. Qui s'appelle Décadence de l'analphabétisme. Parce qu'il fait un éloge justement de l'esprit d'enfance contre l'esprit lettré. De l'enfance candide, qui s'émerveille, qui ne cherche pas à paraître, etc., contre ceux qui ont le savoir, les mots, la science, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais tu as raison de dire que ces gens-là, ces gens qui ne peuvent pas s'exprimer, n'ont pas accès à l'expression souvent. C'est le rôle du psy, justement. Entre autres. Alors, Mais c'est difficile de parler à la place. Et même de parler pour. Je sais pas. Alors vous parlez d'eux? Je voudrais être avec eux. Mais je voudrais presque que le narrateur mais parfois, je sais pas. Non, là, je sais pas ce que je dis. Alors, vous avez
dans beaucoup de vos œuvres, que ce soit dans Pas pleurer avec Bernanos, dans Tout homme est une nuit avec Picasso, bien avant avec Blaise Pascal, et donc avec Cervantes, rendu hommage. C'est vrai. Vous êtes, enfin, il y a énormément d'autres références d'ailleurs que Cervantes dans Rêver debout. C'est vrai. Vous aimez dialoguer avec les œuvres et les artistes que vous aimez. C'est une façon pour vous de leur rendre ce Mais- que vous en donnez, de les faire connaître. C'est quoi? C'est de la transmission? C'est du... Mais il me semble que c'est ce qu'on fait pour soi chacun quand on lit, non? C'est que on est, me semble-t-il, dans une discussion avec ces morts-là quand quand on lit. On a l'impression qu'ils s'adressent à nous et qu'on peut qu'on peut leur répondre ou c'est que je suis dingue. Non. Et qu'est-ce que tu disais? Oui, j'ai perdu mon J'ai fil. j'ai l'impression de dire une amoureuse des artistes. Mais j'aime admirer. J'aime admirer, vraiment. Parce que je comprends mieux quand j'admire que quand j'analyse et que j'introspecte. Et, et c'est vrai qu'il y a eu cet hommage à Blaise Pascal, qui a compté aussi, lui. Ouais. Qui a compté parce que il disait la misère des hommes et leur grandeur. Il disait le cœur de l'homme est sec et rempli d'ordures. Jean Noirceur, on fait difficilement mieux. Et en même temps, il disait la grandeur de l'homme est de se savoir misérable. Si tu te sais misérable, d'abord ça met un petit coup à tes arrogances. C'est toujours de bonne aloi. Et aux yeux de Pascal, c'était ça la grandeur. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'ils disent et la misère et la grandeur. C'est d'ailleurs des auteurs assez différents de vous, que ce soit Mais oui. Bernados quand même, Mais qui oui. était Mais oui. très catho, Mais oui. Pascal aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu du mal à lire Bernanos, parce que j'avais ce préjugé d'écrivain catholique profond, ce qu'il était, de droite, ce qu'il a été. Et ce qui m'empêchait stupidement de le lire. Quand je lis Les grands cimetières sous la lune, et qu'il prend fait et cause pour les républicains contre le franquisme, là, je m'en fous qu'il soit catholique fervent et qu'il ait été de droite, etc. Je m'en fous. Je prends, tu vois. Et d'ailleurs, Bernanos, il avait une phrase que je vous dis parce que je l'aime entre toutes. Il dit la vérité, non, la liberté, c'est de dire, c'est de prendre la vérité d'où qu'elle vienne. Dans la bouche je sais pas, de celui qu'on croit le plus éloigné de soi, comme dans celle du plus proche, comme dans celle de l'anonyme. La vérité, d'où qu'elle vienne. Et ça, j'aime infiniment cette idée que la vérité peut nous arriver de la bouche de Bernanos, quand on est de gauche et laïque, et même athée, ou de un tel qui est, je sais pas quoi, et qui est odieux, ou de Céline qui est abjectement antisémite, et qu'on peut continuer, moi je peux continuer à lire Céline. Et Je prends ce qui me parle. ce qu'il y a à prendre. Ces deux livres ont deux styles que j'ai trouvé assez différents. Oui. C'est peut-être dû à leur contexte d'écriture. Là, c'est un texte d'ailleurs que vous avez retravaillé. Ouais. Là, c'est un texte qui a surgi. Oui. Comment est-ce que vous construisez, tiens, on va reciter Céline, la petite musique, votre petite musique, votre style, comment il vient? Mais chaque fois, je n'en sais rien. Comment ça va se présenter. Là, quand je prends la plume, je ne sais pas que je ne l'ai pas fomenté comme un projet. Je vais écrire 15 lettres à Cervantes, mais pas du tout. Je me laisse surprendre vraiment. Et sur la façon d'écrire, mais ça, tu le sais, Pascal aussi, ce que j'aime infiniment, par-dessus tout, c'est ce que fait Cervantes d'ailleurs. Excusez la comparaison, je ne cherche pas à me comparer, hein. Mais c'est de marier sans discrimination, sans hiérarchie, la haute culture, la culture, le petit doigt en l'air, le bien dire parfait, l'imparfait du subjonctif, etc. Ce qu'on appelle la haute culture,
et la culture populaire, celle des proverbes, des chansonnettes, du mauvais goût, des pieds dans le plat, etc. J'aime infiniment ça. J'aime infiniment ça. Et mais ça n'est pas encore une fois un calcul volontaire. Quand ça vient, ça vient. Je donne juste un exemple dont je me flatte, c'est ridicule. Mais pour vous donner un exemple, dans la méthode Mila, à un moment j'ai envie d'utiliser le verbe niquer, vulgaire au possible. Mais je l'utilise à l'imparfait du subjonctif. Et là, j'étais au bonheur d'avoir marié. Mais c'est ce que fait Cervantes. Le Quichotte du début, en tout cas, après, il devient plus sobre. Il est lyriquissime. Il utilise des mots que personne ne comprend quand il s'adresse aux bergères. Elles ouvrent des yeux grands comme ça, parce qu'il a des termes choisis, etc. Et Sancho, qui est l'autre côté de lui, je dis souvent ça, c'est un seul personnage. Hein, c'est les grosses plaisanteries, les grosses blagues qui font rire, plutôt malvenues, etc. Et je suis au bonheur, moi, quand je vois ces cultures trop souvent hiérarchisées, séparées, scindées, quand je les vois réunies, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle s'y met. Hein. Comment il s'appelle celui qui a eu le prix Goncourt cette année, s'il savait que je me souviens plus de son nom. Mohamed Mbougarsa, il fait ça. Par moments, il a des phrases très comme ça, très poétiques. Et puis tout d'un coup, il y a un truc d'aujourd'hui, une langue d'aujourd'hui qui surgit et c'est très beau. Et puisqu'on va parler de Wouters, peut-être. Oui. Il fait ça aussi, Wouters. Il y a ça aussi dans le rap sur autre chose, peut-être avec des langues différentes. Les phrases recommençant en français, conclure en arabe et passer par l'anglais au milieu. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Mais comme j'ai trouvé très beau, alors là, je vous recommande de regarder ça sur YouTube. C'est les Indes galantes de Rameau. Vous avez vu ça ? Oui. Avec les rappeurs, les danseurs de hip-hop à la fin, c'est-à-dire le plus banlieue, le plus contemporain, et l'opéra de Rameau. Et moi je le regarde, je pleure chaque fois. Tellement c'est beau de voir, mais vraiment, il suffit que vous tapiez les Indes galantes et vous avez un extrait de ça, et c'est un ravissement. Voilà ce qui me... C'est intéressant que vous parliez de la rencontre des cultures, parce que vous-même êtes issu d'une double culture, à minima d'une double culture. Vous parlez d'ailleurs à la fin de Rêver debout du parcours de votre mère, oui. qui vient d'Espagne. Oui. Et puis Cervantes, évidemment, oui. c'est l'Espagne, on dit d'ailleurs la langue de Cervantes. Oui. Que reste-t-il de votre espagnolité, je ne sais pas si ça se dit, mais si. dans votre littérature? Eh bien, le mauvais goût. Non, mais, écoutez, il y a un auteur, immense auteur du XVIIe, Quevedo. L'équivalent de, je sais pas, mais vraiment immense, respecté à mort. Je vais juste vous donner un titre de lui pour que vous voyez comment il s'exprime. Gracias y desgracias del ojo del culo. Bonheur et malheur d'un trou du cul, Quevedo. Quevedo, immense auteur. Il s'autorise mais cette langue du peuple, comme on dit, et ce mauvais goût. Et j'ai été très impressionnée par ça quand j'ai fait des études de lettres espagnoles. Quevedo, mais qui s'exprime comme le dernier des charretiers et qui est iconique quasiment en Espagne, et presque, il vient juste après Cervantes, juste après, dans le XVIIe. Mais alors, ce qui me reste peut-être de l'Espagne, c'est toujours, si ça peut-être, je me faisais une sorte de vantardise à user de l'imparfait du subjonctif. Jusqu'à ce que ma sœur me fasse aimablement, elle est professeure d'espagnol, aimablement remarquer que l'imparfait du subjonctif en Espagne est banal. C'est tous les jours.
si quisiera, si tuviera, si pudiera. C'est banal. Donc ça, oh, d'accord, ok, bon. Vous avez déjà pensé écrire en espagnol, écrire un roman? Mais Picasso que tu citais tout à l'heure, j'ai fait quelques parties, quelques extraits écrits en espagnol. Non, je maîtrise pas assez la langue. Et pareil pour la traduction, vous traduire vos romans en espagnol. Ben, des fois, je me dis que je devrais. Vous lisez vos traductions? Et ben, quand je les lis, je m'en colère. Donc, Une langue extrêmement, parfois spéciale à traduire, j'imagine. peut-être. Oui. Le fragnol, ça a été infernal pour les J'imagine. traducteurs espagnols. Alors vous faites un éloge de l'imagination, d'en rêver debout, de cette façon de pouvoir sortir de soi, être ailleurs. J'imagine que le monde dans lequel nous sommes, un monde épidémique, réchauffement climatique et belliqueux, Oui, oh là là. Oui. vous créez une forme de distance. Est-ce que vous pensez qu'on a au contraire besoin d'arrêter de se réfugier dans le rêve et d'affronter la réalité, ou que... Mais il faudrait les deux. C'est-à-dire ne pas renoncer à ces rêves d'un monde meilleur, et essayer de l'agir, ce monde. C'est ça qu'il serait heureux de faire. Mais c'est vrai que parler d'utopie, il est utopique. C'est une utopie, le monde dont il rêve. Aujourd'hui, c'est dur. Et ça, c'est difficile. Vous citez Antonin Artaud. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène là où ils n'auraient jamais consenti d'aller, une porte simplement abouchée à la réalité. Oui, dis ça. C'est une romancière réaliste. Bernanos disait, fais attention, hein. Le réalisme est le bon sens des salauds. Avoir les yeux ouverts sur le monde, ne pas me voiler pudiquement la face, regarder en face, affronter, ça j'aime bien ça. Mais sans pour autant renoncer aux rêves, pas aux chimères peut-être, sans pour autant renoncer à l'esprit. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est un beau programme. Dans ces conversations d'été, on pose à chacune et à chacun de nos invités une série de petites questions pour l'été, de conseils pour l'été. Alors, ma première question, c'est un lieu ou une ambiance d'été. Alors, hier soir, j'étais en colère pour une raison que je ne vous expliquerai pas. Et donc, j'avais envie de répondre à cette question par le désert. Et puis, ce matin, dans le bus, je m'étais calmée. Et je me disais un chemin de forêt, parce que... Mais ça, c'est... Je l'intellectualise avec Morisot pour que ça passe. C'est que on croit que... on dit qu'on va à la campagne pour trouver le silence. Et Morisot dit, rien n'est plus bruyant, c'est pas du bruit, enfin, ou de la musique comme on l'entend, qu'une forêt. Il y a plein de bruit dans une forêt. Des traces des animaux qui courent, des cigales, bref. C'est vraiment des oiseaux, plein d'oiseaux. Voilà, peut-être un chemin en forêt. C'est pas mal. Oui, un peu Puis en plus, c'est ombrageux. Oui. En ce moment, c'est pas mal. Votre chanson d'été? Ah oui, ça j'y avais réfléchi. C'est très ringard. C'est pas grave, on a eu Voyage juste avant. Donc on est parti au bon niveau. Non, c'est plus chic. C'est Revivre de Gérard Manset. Ah, c'est beau ça. Je voudrais revivre, recommencer. C'est une chose que je me chante, mais sans le son. Approchant de la vieillesse, je voudrais revivre. Elle est très belle, elle est très très belle, comme souvent les chansons de Gérard Manset. Tu es d'accord Pascal? J'aurais voulu trouver quelque chose de plus contemporain, mais
comme Ouais, genre- il me restait des restes de colère d'hier soir. je- Alors, une ou des lectures Ah pour oui. l'été. Alors, alors, euh, on va dire deux, hein, deux. Oui. Je suis autorisée à deux. Ben, Antoine Vauters, parce que je l'ai découvert récemment dans le musée, le musée des, mince, des, Contradiction. Le musée des contradictions. voilà, le musée des contradictions, qui sont une série de petites nouvelles qui sont, vous l'avez lu, c'est formidable, j'ai trouvé, c'est formidable, c'est comment écrire, comment penser dans un monde mauvais, vraiment, et comment donner la voix à ceux qui et participent et endurent ce monde mauvais. C'est assez politique, je trouve, comme écriture, et j'ai été très heureusement surprise. Et, et comme on le disait en venant, un amour de Swann, parce que c'est un des livres que j'aime le plus au monde. Et comme je le disais à Paul en venant, le dédain que subit Swann, qui est élégant, qui est érudit, qui est cultivé, qui est, bref, par les bourgeois du salon de Verdurin, qui, parce que Swann ne se vend pas, parce qu'il ne se met pas en avant, parce qu'il n'en jette pas avec ses relations extraordinaires, etc., est dédaigné jusqu'à être mis au banc. Et je disais à Paul, c'est une chose qu'on peut... Moi, je suis aussi éloignée du monde aristocratique de Swann comme la Terre de la Lune, hein, vraiment, mais vraiment. Et pourtant, je m'y retrouve chaque fois que je le lis. Swann, mais c'est moi qui étais dédaignée par un tel quand je m'exprimais pas comme il faut, etc. Et voilà, Swann, c'est une merveille de bout en bout. Ça, c'est parvenir à l'universel quand même. Oui, absolument. Que le milieu que vous décrivez dans Pas pleurer, Oui, absolument. je peux m'y reconnaître comme dans le salon des Verdurins Comme- de Proust, Mais voilà, je crois que qui ne nous ressemble pas. tout le monde a repéré ces Verdurins. Et tout le monde, sûrement, et dans toutes les classes et à tous les niveaux, ces gens qui se croient supérieurs parce que et surtout qui aiment ce qui fait tapage, ce qui se vend, ce qui se voit, ce qui se démontre. Ça, j'en ai vraiment horreur. J'en Le ai vraiment- snobisme. Oui, mais plus que ça, le côté m'as-tu vu, quoi. Jamais Swann ne dit qu'il a pour amitié des grands du monde. Jamais. Il trouverait ça très inélégant et très grossier. Du coup, on le prend pour moins que rien, puisque eux ne considèrent que ce qui fait de l'épate. Enfin bref. Voilà, ça Alors, me parle. Un mot pour l'été. Wow. J'ai pas trouvé. Là, 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 là. Quichotesque. Définition. Alors, si vous riez à la première personne qui vous dit un tel est Don Quichotesque avec mépris, alors là, c'est fini entre nous. Voilà, parce que Don Quichotesque, c'est souvent utilisé avec dédain, avec condescendance, pour un tel qui a des rêves trop grands, soi-disant, qui n'a pas les pieds sur terre, voilà, qui est dans les chimères. On dit Don Quichotesque. Comment Don Quichotesque mais Don Quichotesque, mais c'est le courage, mais c'est la grandeur, mais c'est des idéaux sublimes, mais c'est la révolte, etc. Mais il est libre, Don Quichotte. Waouh. Alors là, il essaie. Il est prisonnier longtemps, et addict même, à la littérature chevaleresque, si bien qu'il ne peut pas concevoir le monde autrement qu'avec ses yeux. De ça, est-ce qu'il s'en libère? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et en plus, à la fin, et là j'en veux à Cervantes à mort, il renie ses rêves. Il renie ses rêves. Et du coup, il meurt. Il dit, je me suis trompé. J'ai couru après des nuages. J'ai voulu attraper le ciel. Et
Et il lui fait dire ça, Cervantes, à la fin. Mais à la toute fin, dans les dernières pages. Donc, Alors, un plat d'été. oui, alors j'ai décidé d'être, sinon populiste, du moins démago, en défendant l'aïoli, Ah oui. puisqu'on est en Provence. Alors, pour une bonne aïoli, il y a un secret. Allez. Ben, je sais pas. Ah, mais c'est d'acheter l'aïoli tout près. J'ai fait tomber votre démagogie. Pardon. Ne dites à personne. Et Non, puis c'est- enfin. Oui, pardon, il y en a un autre. Bah oui, parce qu'on est au Festival d'Avignon. Évidemment, Ah oui. alors, une émotion de spectatrice Ah mais oui, de théâtre. mais on a dit qu'on révisait sur le titre Oui, de la mais on n'a pièce pas d'Ostermeyer, on n'a pas révisé. C'est Ostermeyer qui est venu présenter une pièce de Shakespeare il y a 3 ans peut-être, ou 4. 4 ans. C'était quoi? Vous avez oublié aussi. Hein? C'était La Nuit des Rois. Non, Pas du tout. Non, non. Richard III. c'était Richard III. C'était Richard III. J'avais été mais émerveillée, émerveillée. Et la magie du théâtre, pour dire des choses banales, hein, c'est que j'ai voulu le revoir à la télé. Rien à voir. Mais rien à voir. C'est drôle. C'est le même texte, le même jeu. Il n'y a pas cette incarnation, cette voix qui est à côté de nous. C'est très étonnant. Je l'avais adoré, vraiment. J'avais adoré ce texte-là. Sur quelqu'un de mauvais. Richard III. Très mauvais. Parce que Shakespeare aussi a dit que le cœur de l'homme était une ordure. Hein. Et sublime par ailleurs. Mais... ouais. Comme lorsqu'on sort des livres de Lydie Salver, quand on sort d'un entretien avec vous, on a dans notre musette plein d'idées, de choses à regarder, à lire, Merci. à voir, à comprendre. Merci infiniment Merci à toi. du temps que Merci tu à as vous. passé, Merci à que vous. tu as passé avec nous. Rêver debout et famille sont évidemment dans notre petite librairie éphémère à l'entrée du théâtre. Et Mais merci sûr à que- Pascal Didier, qui est le Merci coupable de ma venue. Et évidemment, Merci. vous allez, je pense, passer du temps à dédicacer pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci. Voilà. Merci On continue beaucoup. notre journée. À tout à l'heure. Et on reprend à quelle heure 14. 14h avec Gérald de Dumont. Voilà. Merci. Ça allait, Paul? C'est parfait. Pardon, on m'entend. Je croyais qu'on m'entendait pas. Tu étais parfaite.